Chapitre 1. Encore une matinée glorieuse en purgatoire. Le premier son de la journée n'était pas un coq. Ce n'était même pas le bruit de la bière éclaboussant le sol, bien que cela ait été une seconde de près. Non, c'était le son de quelqu'un éternuant directement sur les planches du sol, avec une telle force qu'un rat dans la cuisine est tombé de son étagère en signe de protestation. Un instant plus tard, il y eut le bruit d'un corps tombant, le fracas de tasses et le caquettement triomphant d'une poule faisant une nouvelle évasion audacieuse par la porte d'entrée. L'aubergiste, dont personne ne se souvenait du nom et qui avait depuis longtemps cessé de corriger les gens quand ils l'appelaient « Hé, toi !» ouvrit un œil. Il le regretta instantanément. Obscurité. Ce qui signifiait qu'il était soit beaucoup trop tôt, soit horriblement tard. Il n'y avait pas de juste milieu dans la mesure du temps médiéval, seulement des regrets et des suppositions vagues basées sur le nombre de ronfleurs ivres qui faisaient vibrer les poutres. Avec la grâce d'une vache morte roulée en bas d'une colline, il se dégagea du lit. Son matelas, fait de paille, de pelures de pommes de terre et de promesses brisées, grinçait de manière sinistre. La couverture qu'il a retirée sentait faiblement l'ail, agressivement la vieille sueur, et de manière écrasante le mardi. Il s'assit un moment, contemplant ses choix. Il pouvait se rendormir et faire comme si de rien n'était. Ou il pouvait faire ce que les aubergistes avaient fait pendant des siècles. Descendre en traînant les pieds, réchauffer la substance gélatineuse qui faisait office de ragoût, et espérer que personne ne vomisse dans la cheminée aujourd'hui. Finalement, le devoir, ou plus précisément, la pression dans sa vessie, l'emporta. Il s'habilla par étapes, d'abord la tunique, qui avait jadis été bleue, mais qui ressemblait maintenant à du parchemin humide, puis le pantalon, raide d'histoire. La ceinture a mis 10 minutes à être retrouvée. Il avait d'une manière ou d'une autre migré derrière la porte, accroché à une cuillère, un bout de bougie et une chaussette de quelqu'un qui était là depuis la dernière éclipse lunaire. En bas, la salle commune était en train de regretter hier. Une botte était abandonnée près de l'âtre comme le cadavre d'une bataille très ennuyeuse. Quelqu'un avait laissé un oignon à moitié mangé sur le bar, peut-être comme une menace. Sous une table, un homme ronflait avec l'arrogance confiante de quelqu'un qui avait payé son addition en danse interprétative. L'aubergiste se faufilait autour des débris de la joie humaine. La cheminée, par chance, était encore chaude. Il ajouta quelques bûches avec toute la révérence d'un prêtre manipulant des reliques sacrées. Le bois de chauffage était cher. La dernière fois qu'il a allumé un grand feu, quelqu'un a essayé de cuisiner une oie dessus, à l'intérieur. Avec des plumes. Il fixait la marmite suspendue au-dessus des braises. Le ragoût de la nuit dernière s'était solidifié en une forme qui aurait pu légalement être considérée comme un matériau de construction. Il l'a piqué avec une louche. Ça a tremblé. Il a encore piqué. Ça a couiné. Petit déjeuner, murmura-t-il solennellement, et commença à ajouter de l'eau. À ce moment-là, une porte grinça à l'étage, suivi d'un bruit sourd, puis d'un « oui » aigu, et ensuite d'un autre fracas. « Il est levé tôt », nota l'aubergiste sans émotion. Il n'a pas précisé qui. Cela n'avait guère d'importance. Il y avait toujours quelqu'un qui tombait dans les escaliers avant l'aube. Entre Marjorie. Elle est sortie de la cuisine comme une déesse de la colère qui avait échangé ses éclairs contre un plateau très usé et un froncement de sourcils assez tranchant pour peler des pommes. Elle avait la vingtaine. Ou la trentaine. Ou peut-être qu'elle avait simplement vieilli prématurément à cause d'une exposition excessive à des hommes qui considéraient « belle cheville » comme un compliment. « Bonjour, patron », dit-elle, en posant le plateau avec un bruit qui dispersa 3 mouches et stupéfia un cafard dans un silence momentané.
Le poulet est encore dehors. Encore? Il sait maintenant comment soulever le loquet. Nous pourrions avoir affaire à une sorte de sorcier des volailles. Le tavernier grogna et remua le ragoût. Il siffla. Pas bouillonnait. Siffla. Qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui? Les rêves de la nuit dernière et un morceau de carotte. Elle se pencha et renifla. Cette carotte ferait mieux de porter plainte. La porte s'ouvrit en grand. Un voyageur entra en titubant, trempé, les yeux écarquillés, et regrettant clairement chaque décision qui l'avait conduit à ce moment. « Avez-vous des options véganes ?» demanda-t-il. Marjorie fixa. L'aubergiste fixait. Quelque part, le ragoût gargouillait de manière menaçante. « Nous avons du pain, » dit l'aubergiste lentement. « C'est sans produits laitiers ? C'est dépourvu de tout, y compris d'humidité et de joie. » L'homme s'assit en silence. Une seule écharde du banc s'enfonça dans son âme. Marjorie lui servit une chope de bière qui avait été filtrée à travers à la fois le lin et le désespoir. « Bienvenue au Tankard ébréché. Ne touchez à rien qui mord. » À ce moment-là, les habitués commençaient à s'agiter. Le barde descendit de son coin dans le grenier, berçant son luth fendu comme s'il s'agissait d'un enfant et non d'un morceau de bois de chauffage glorifié. « J'ai composé une nouvelle ballade, » annonça-t-il à absolument personne. « Elle s'appelle « La dame dans le pot de chambre fuyant ». Non. Mais c'est en maître paysan iambique. Pas encore. Le barde s'assit, vaincu mais sans remords. Un autre homme entra, à moitié endormi, tenant une chèvre par un morceau de rideau effiloché. La chèvre avait l'air étonnamment reposé. « Il est encore rentré, » dit l'homme. « La chèvre ou vous? Both. » La chèvre éternua de manière dramatique. L'aubergiste soupira, s'essuya les mains sur son tablier, ce qui ne servit à rien, et regarda autour de lui. La pièce était maintenant une symphonie de chaos, des mugs qui s'entrechoquent, des malédictions murmurées, le débat philosophique occasionnel sur la question de savoir si les navets comptent comme petit déjeuner. Et pourtant, c'était chez lui. Il se tourna vers Marjorie. « Essayons de garder le nombre de victimes en dessous de 2 aujourd'hui. » Elle hocha la tête. « Pas de promesse. Mais j'ai caché les cuillères pointues. » Il servit un autre bol de ce que c'était et le tendit à un client qui avait l'air d'avoir dormi sous une brouette. L'homme renifla, fronça les sourcils et demanda « C'est quoi ça ?»« Tradition, » répondit l'aubergiste. Un moment de silence, puis un coup à la porte. Pas un coup, pas un accident. Un coup, poli, mesuré, suspicieuse. Le aubergiste et Marjorie échangèrent un regard. « Ce n'est jamais bon, » murmura-t-elle. Et elle avait raison. Chapitre 1. Encore une matinée glorieuse, en purgatoire. Le premier son de la journée n'était pas un coq. Ce n'était même pas le bruit de la bière éclaboussant le sol, bien que cela ait été un deuxième choix proche. Non, c'était le son de quelqu'un éternuant directement sur les planches du sol, avec une telle force qu'un rat dans la cuisine est tombé de son étagère en signe de protestation. Un instant plus tard, on entendit le bruit d'un corps tombant, le fracas de tasses et le cri triomphant d'une poule faisant une nouvelle évasion audacieuse par la porte d'entrée. Le tavernier, dont personne ne se souvenait du nom et qui avait depuis longtemps cessé de corriger les gens quand ils l'appelaient « et toi », ouvrit un œil. Il le regretta instantanément. Obscurité, ce qui signifiait qu'il était soit beaucoup trop tôt, soit horriblement tard. Il n'y avait pas de juste milieu dans la mesure du temps médiéval,
seulement des regrets et des suppositions vagues basées sur le nombre de ronfleurs ivres qui faisaient vibrer les poutres. Avec la grâce d'une vache morte roulée en bas d'une colline, il se décolle du lit. Son matelas, fait de paille, de pelures de pommes de terre et de promesses brisées, grinçait de manière sinistre. La couverture qu'il a retirée sentait légèrement l'ail, fortement la vieille sueur, et surtout le mardi. Il s'assit un moment, contemplant ses choix. Il pouvait se rendormir et faire comme si de rien n'était. Ou il pouvait faire ce que les aubergistes avaient fait pendant des siècles, descendre en traînant les pieds, réchauffer la substance Cangild qui faisait office de ragoût, et espérer que personne ne vomisse dans la cheminée aujourd'hui. Finalement, le devoir, ou plus précisément, la pression dans sa vessie, l'emporta. Il s'habilla par étapes. D'abord la tunique, qui avait été bleue autrefois, mais qui ressemblait maintenant à du parchemin humide. Puis le pantalon, rigide d'histoire. La ceinture a mis 10 minutes à être trouvée. Il avait d'une manière ou d'une autre migré derrière la porte, accroché à une cuillère, un bout de bougie et une chaussette de quelqu'un qui était là depuis la dernière éclipse lunaire. En bas, le salon était en train de regretter hier. Une botte était abandonnée près de l'âtre comme un cadavre d'une bataille très ennuyeuse. Quelqu'un avait laissé un oignon à moitié mangé sur le bar, peut-être comme une menace. Sous une table, un homme ronflait avec l'arrogance confiante de quelqu'un qui avait payé son addition en danse interprétative. L'aubergiste se faufila autour des débris de la joie humaine. La cheminée, par miracle, était encore chaude. Il ajouta quelques morceaux de bois avec toute la révérence d'un prêtre manipulant des reliques sacrées. Le bois de chauffage était cher. La dernière fois qu'il a allumé un grand feu, quelqu'un a essayé de cuire une oie dessus, à l'intérieur, avec des plumes. Il fixait la marmite suspendue au-dessus des braises. Le ragoût de la nuit dernière s'était solidifié en une forme qui aurait pu légalement être considérée comme un matériau de construction. Il le piqua avec une louche. Ça a tremblé. Il a encore piqué. Ça a couiné. Petit déjeuner, murmura-t-il solennellement, et commença à ajouter de l'eau. À ce moment-là, une porte grinça à l'étage, suivie d'un bruit sourd, puis d'un « oui » aigu, et enfin d'un autre fracas. « Il est debout tôt », nota l'aubergiste sans émotion. Il n'a pas précisé qui. Cela n'avait guère d'importance. Il y avait toujours quelqu'un qui tombait dans les escaliers avant l'aube. Entre Marjorie. Elle est sortie de la cuisine comme une déesse de la colère, qui avait échangé ses éclairs contre un plateau très usé, et un froncement de sourcils assez aiguisé pour peler des pommes. Elle avait la vingtaine, ou la trentaine, ou peut-être qu'elle avait simplement vieilli prématurément à cause d'une exposition excessive à des hommes qui considéraient « belle cheville » comme un compliment. « Bonjour, patron », dit-elle, posant le plateau avec un bruit qui dispersa 3 mouches et stupéfia un cafard dans un silence momentané. Le poulet est encore dehors. Encore ? Il sait maintenant comment soulever le loquet. Nous pourrions avoir affaire à une sorte de sorcier des volailles. Le tavernier grogna et remua le ragoût. Il sifflait. Pas bouillonnait. Siffla. Qu'est-ce qu'il y a dedans aujourd'hui ? Les rêves de la nuit dernière et un bout de carotte. Elle se pencha et renifla. Cette carotte ferait mieux de porter plainte. La porte s'ouvrit en grand. Un voyageur entra en titubant, trempé, les yeux écarquillés, et regrettant clairement chaque décision qui l'avait conduit à ce moment. « Avez-vous des options véganes ?» demanda-t-il. Marjorie fixa. L'aubergiste fixait. Quelque part, le ragoût gargouillait de manière menaçante. « Nous avons du pain, » dit l'aubergiste lentement. « C'est sans produits laitiers ? C'est dépourvu de tout,
y compris d'humidité et de joie. L'homme s'assit en silence. Une seule écharde du banc s'enfonça dans son âme. Marjorie lui servit d'une chope de bière qui avait été filtrée à la fois à travers le lin et le désespoir. Bienvenue au Tankard des Bréchés. Ne touchez à rien qui mord. À ce moment-là, les habitués commençaient à s'agiter. Le barde descendit de son coin sous les combles, berçant son luth fendu comme s'il s'agissait d'un enfant et non d'un morceau de bois de chauffage glorifié. « J'ai composé une nouvelle ballade », annonça-t-il à absolument personne. « Elle s'appelle « La dame dans le pot de chambre fissuré ». Non. Mais c'est en maître paysan iambique. Pas encore. Le barde s'assit, vaincu mais sans remords. Un autre homme entra, à moitié endormi, tenant une chèvre par un morceau de rideau effiloché. La chèvre avait l'air étonnamment reposé. « Il est encore rentré, » dit l'homme. « Le bouc ou toi ?»« Both. » La chèvre éternua de manière dramatique. L'aubergiste soupira, s'essuya les mains sur son tablier, ce qui ne servit à rien, et regarda autour de lui. La pièce était maintenant une symphonie de chaos. Des mugs qui s'entrechoquent, des jurons murmurés, le débat philosophique occasionnel sur la question de savoir si les navets comptent comme petit déjeuner. Et pourtant, c'était chez lui. Il se tourna vers Marjorie. « Essayons de garder le nombre de victimes en dessous de 2 aujourd'hui. » Elle hocha la tête. « Pas de promesse. Mais j'ai caché les cuillères pointues. » Il servit un autre bol de ce que c'était et le tendit à un client qui avait l'air d'avoir dormi sous une brouette. L'homme renifla, fronça les sourcils et demanda « C'est quoi ça ?»« Tradition », répondit l'aubergiste. Un moment de silence. Puis, un coup à la porte. Pas un coup. Pas un accident. Un coup. Poli. Mesuré. Méfiant. Aubergiste et Marjorie échangèrent un regard. « Ce n'est jamais bon, » murmura-t-elle, et elle avait raison. Chapitre 2. Visage ancien, motif, moisi. La porte grinça en s'ouvrant comme si elle aussi était réticente à rencontrer celui qui se tenait derrière. Un homme entra avec une cape trop longue pour ses jambes, une barbe trop soignée pour un voyageur et une expression capable de faire cailler la crème. Il avait l'air distinct d'une personne qui ne faisait pas partie du décor, et le savait, mais qui avait décidé de continuer malgré tout, par pure rancœur. Derrière lui, trébuchait une autre. Une femme avec la démarche de la noblesse, tentant d'imiter une paysanne. Elle portait une capuche bien trop dramatique pour le temps qu'il faisait, et des gants, de vrais gants, faits de quelque chose qui avait été de la soie et ressemblait maintenant à du chou humide. La troisième silhouette était une mule. Il refusait d'entrer, comme s'il avait un meilleur jugement. « Chambre », dit l'homme, sa voix portant l'arrogance de 3 propriétaires et d'un percepteur. « Ça dépend », répondit Marjorie. « Vous comptez payer en pièces de monnaie ou en énigmes cryptiques ?» L'homme renifla. « Coin. Alors pas le grenier. Vous avez de la chance. » L'aubergiste les observa s'installer mal à l'aise près du foyer, attirant des regards suspicieux des habitués, sauf le barde, qui était trop occupé à accorder sa luth avec une cuillère. « Ils ont l'air suspects », murmura un marchand à un moine. « Tu penses que tout le monde a l'air suspect », répondit le moine. « Parce qu'ils le sont. » Faire. La chèvre, qui s'était postée en sentinelle près du bar, fixait les nouveaux venus avec une intensité troublante. Les heures passèrent. Le ragoût n'a pas réussi à s'améliorer. La bière a fait de son mieux. À mesure que la soirée avançait, d'autres étrangetés arrivèrent. Un homme prétendant être un chevalier mais avec une armure clairement faite de vieux plateaux de cuisson
une femme déguisée en nonne qui buvait comme un pirate, et, inévitablement, un enfant sans parents connus qui commença immédiatement un jeu de « voler les chaussures de tout le monde ». Marjorie, se déplaçant avec la précision d'une arme de siège, remplissait les chopes, administrait des menaces et ignorait les compliments. « Que penses-tu d'eux » demanda l'aubergiste en hochant la tête vers le trio près du feu. « M'entente, dit-elle immédiatement. « À propos de quoi ?»« Tout. La barbe de l'homme, le nom de la femme, la cargaison de cette mule. » L'aubergiste avait l'air alarmé. « Quel chargement ?»« Exactement. Ils ne veulent pas le décharger. Et j'ai vu la femme laisser tomber une lettre écrite sur du parchemin, scellée, avec de la cire, de la vraie cire. Noble, ou pire, des espions. » Juste à ce moment-là, la femme suspectement noble se leva et s'approcha du bar. « Nous avons besoin de la chambre au bout du couloir, celle au bout du couloir, celle avec la vue. » Marjorie cligna des yeux. « Vous voulez dire la chambre avec vue sur le mur arrière de la cabane et un courant d'air qui sent le chou et le pêcher? » « Oui, précisément. » Le tavernier et Marjorie échangèrent un regard qui aurait pu écrire des romans. « C'est pris, » mentit l'aubergiste. « Par qui ? » « Par le fantôme des bonnes décisions. » Elle fronça les sourcils et retourna à son siège. Le barde commença à fredonner une nouvelle mélodie intitulée « Des étrangers avec trop de secrets. »« Trop évident, » murmura Marjorie. Dehors, le tonnerre grondait. À l'intérieur, le ragoût tremblait. Et quelque part, profondément sous l'auberge, une porte qui ne s'était pas ouverte depuis 50 ans s'est légèrement entr'ouverte. Chapitre 3. Le grincement des secrets et le craquement du destin, le lendemain matin, commença par un cri. Cela en soi n'était pas inhabituel. Les cris faisaient partie de l'ambiance matinale autant qu'art débréché, aux côtés des planchers qui craquent, de l'humidité parfumée à la bière, et de l'horreur existentielle de découvrir que ses bottes étaient remplies de quelque chose de mou. Ce cri, cependant, était remarquable en ce qu'il ne venait pas d'un barde ivre glissant sur sa propre dignité, mais d'une femme d'une noblesse suspecte dans des gants suspectement scellés. Elle se tenait en haut des escaliers, tenant un morceau de parchemin déchiré comme s'il s'agissait du testament de bon sens. « Ma lettre, elle a été profanée. Ça a été profané. Vous voulez dire lu, blanc texte à traduire. Tu veux dire lire. » Marjorie appela depuis le bar, sans lever les yeux de sa tâche sacrée de couper du pain rassis en pain plus dur. « Non, c'est pas en réglé. Encore une fois, ça ressemble à de la lecture. Encore une fois, ça ressemble à de la lecture. J'exige une fouille. Je demande une fouille. Alors je suggère un monastère. Alors je suggère un monastère. Ici, nous ne cherchons que quand la chèvre de quelqu'un manque ou quand les sous-vêtements de quelqu'un finissent dans le ragoût. L'aubergiste entra en traînant les pieds depuis l'arrière-boutique, avec un air qui suggérait qu'il avait déjà vieilli de 3 ans depuis l'aube. Il jeta un coup d'œil à Marjorie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et maintenant? Elle dit que quelqu'un a trafiqué sa lettre. Elle dit que quelqu'un a trafiqué sa lettre. Quelle lettre? Quelle lettre? Celle scellée à la cire qu'elle a laissée tomber et qu'elle pensait sûrement que nous n'avions pas vue. Le mystérieux cachet de cire qu'elle a laissé tomber et pensait sûrement que nous n'avions pas vu. D'accord. Quelqu'un l'a-t-il touché? Personne d'autre que la chèvre. Personne d'autre que la chèvre. La femme cria. Tu as laissé une chèvre lire ma correspondance? Vous avez laissé une chèvre lire ma correspondance?
L'aubergiste la regarda comme si elle l'avait accusée d'incendie criminel avec des cuillères. L'aubergiste la regarda comme si elle l'avait accusée d'incendie criminel avec des cuillères. « Madame, je vous assure, la chèvre est illettrée. Peut-être aussi télépathique, mais définitivement analphabète. »« Grinche, » dit la chèvre, avec une menace troublante. Pendant ce temps, le barde avait composé un court intermède musical inspiré par le scandale, intitulé « Épîtres et écoutes », une tragédie lyrique en sol mineur. Il fut rapidement bombardé d'un pain croûté et d'une chaussette mouillée, aucun des deux n'étant lancé par Marjorie, mais elle applaudit néanmoins. Plus tard dans l'après-midi, l'auberge sombra dans le chaos familier de « avant le dîner », c'est-à-dire le moment où les gens se rappelaient qu'ils avaient faim, mais oubliaient ce qu'étaient les manières. Au milieu du cliquetis des chopes et des histoires de vérités douteuses, une petite agitation se leva près de la cheminée. Le soi-disant chevalier, celui dont l'armure avait jadis été des plaques à biscuits, se tenait immobile de manière suspecte, les yeux fixés sur une planche de parquet. « Je jure qu'il a bougé, » murmura-t-il. « Était-ce votre dignité ?» demanda le moine sèchement. « Non. Cette planche, elle a bougé. Il y a quelque chose en dessous. Probablement un autre rat, ou l'estime de soi du barde. Les deux sont insaisissables. Mais maintenant, d'autres commençaient à se rassembler. Des murmures remplissèrent la pièce. Trésor, un tunnel, un tunnel. Un endroit pour se cacher du ragoût. Un endroit pour se cacher du ragoût. Un endroit pour se cacher de la ragoût. L'aubergiste soupira et s'approcha du plancher. L'aubergiste soupira et s'approcha du plancher. Il lui donna un coup de pied. Ça résonna creux. « Eh bien, je vais. » Marjorie intervint. « Avant que quelqu'un ne s'excite, s'il y a un corps là-dedans, nous ne le gardons pas. La dernière fois, c'était un inspecteur des impôts, et nous avons dû faire semblant qu'il était de la soupe pendant 3 jours. Mieux que la vraie soupe, murmura quelqu'un. Avec l'aide de plusieurs curieux, de quelques tasses et d'un couteau à beurre manié comme un pied de biche, la planche de bois céda. En dessous se trouvait une ouverture carrée juste assez grande pour une décision regrettable. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un trou. Un trou. Eh bien, évidemment. Non, je veux dire un trou. Dans l'ancienne cave. Je ne savais pas qu'on avait une cave. Nous n'en avions pas. C'est ce qui le rend préoccupant. Je propose le barde, proposa quelqu'un. Appuyez. À l'unanimité. À l'unanimité. À l'unanimité. Je le prends mal, dit le barde, en recevant une bougie et en étant plongé dans l'obscurité. Je le déplore, dit le barde, en recevant une bougie et en étant abaissé dans l'obscurité. De l'obscurité vinrent une série de bruits alarmants, un cri, un bruit sourd, puis ce qui ressemblait étrangement à un chèvre. Pourquoi la chèvre est-elle là en bas? Pourquoi la chèvre est-elle là-bas? Elle a suivi le barde. Ça a suivi le barde. Eh bien, ce n'est pas la pire équipe de secours que nous ayons eue. Finalement, le barde émergea, couvert de toiles d'araignée et portant un petit coffre. L'auberge se tut. Le tavernier ouvrit la boîte lentement. À l'intérieur, un vieux journal, plusieurs pièces étranges et une cuillère en bois avec des gravures mystérieuses. Qu'est-ce que ça dit? Que dit-il? Marjorie scruta le journal. Marjorie scruta le journal, propriété de Sir Cédric le légèrement dérangé. N'ouvrez pas à moins que vous n'aimiez les malédictions, les conspirations ou les énigmes légèrement déroutantes. Eh bien, soupira l'aubergiste, c'est vraiment génial. Dehors, le tonnerre gronda à nouveau. À l'intérieur, le ragoût bouillonnait spontanément. Et quelque part, au fond de l'auberge,
La porte qui avait grincé dans le chapitre 2 grinça un peu plus largement. Chapitre 4. Thé, trahison et autres choses légèrement suspectes. Le journal, comme il s'est avéré, n'était pas seulement maudit, il était aussi incroyablement ennuyeux. « Oh, allez !» grogna Marjorie en tournant une page. Cette entrée dit juste « Mardi ». Encore de la pluie. J'ai bu du thé. La fin. Quel genre de chevalier maudit documente les préférences en matière de thé? Peut-être que c'est métaphorique, suggéra le barde, qui s'était installé sur la table, grattant nerveusement de ses doigts, tandis que la chèvre rongeait une corde de luth comme si elle lui devait de l'argent. Peut-être que c'est métaphorique, suggéra le barde, qui s'était installé sur la table, grattant nerveusement de la lyre pendant que la chèvre rongeait une corde de luth comme si elle lui devait de l'argent. L'aubergiste soupira et regarda la cuillère. « Et ce truc a des symboles ?» Marjorie plissa les yeux. « Ce sont des taches de soupe. »« Non, ceux sur la poignée. »« Oh, soit des runes anciennes, soit des vers à bois très déterminés. » Le ragoût gargouilla de manière inquiétante, comme s'il en voulait d'être exclu de la conversation. À ce moment-là, la femme suspecte avec les gants réapparut, flanquée de l'homme, trop poli pour être un véritable voyageur, et de leur mule, qui portait maintenant une cape. « Est-ce notre journal ?» demanda-t-elle, trop décontractée. « Non, » dit Marjorie, sans même prendre la peine de mentir de manière convaincante. « Nous pensons qu'il pourrait nous appartenir. »« C'est drôle, » dit l'aubergiste, « parce que nous pensons qu'il appartient à un type mort légèrement dérangé qui l'a caché sous notre auberge. »« Techniquement, » ajouta le barde, « il ne l'a même pas caché si bien que ça. Il a juste un peu... l'a enterré sous une menuiserie de mauvaise qualité. » Un silence tendu s'ensuivit. La femme sourit, de la même manière que les serpents sourient probablement avant de tenter de digérer un cochon. « Peut-être pourrions-nous parvenir à un accord. Peut-être pourriez-vous venir à un bain, » murmura Marjorie. « Je vous demande pardon. »« Je vous demande pardon ? J'ai dit que peut-être vous pourriez prendre un bouillon. »« J'ai dit que peut-être tu pourrais prendre un peu de bouillon. » Ça calme les nerfs. Ils se retirèrent, chuchotant comme des pigeons particulièrement satisfaits. L'aubergiste s'assit lourdement. Ils cherchent quelque chose. Et je ne pense pas que ce soit notre magnifique ragoût. Ça pourrait être la cave, dit Marjorie. J'ai fouillé pendant que le barde était inconscient à cause d'une chute héroïque. C'était une descente tactique. Et il y a un tunnel. Effondré à mi-chemin, mais j'ai trouvé un médaillon. Look. Elle le posa sur la table. Il scintillait légèrement, gravé d'un blason que personne ne reconnaissait, mais qui parvenait d'une manière ou d'une autre à avoir l'air à la fois royal et légèrement constipé. Une maison noble. Le moine a suggéré. Ou un mauvais choix de marque. Plus de pluie, plus de ragoût, plus de secret. Cette nuit-là, l'ambiance dans l'auberge changea. Normalement, l'ambiance oscillait entre optimisme ivre et désespoir fongique lent. Mais maintenant, il y avait de la tension. Quelqu'un avait commencé une partie de dés dans le coin. Personne ne rit. Le barde tenta une chanson légère et fut accueilli par des regards aussi tranchants que des couteaux à beurre. Même la chèvre semblait étrangement bien élevée. Au bar, l'aubergiste et Marjorie servaient des boissons et échangeaient des chuchotements. « 2 autres voyageurs sont arrivés après le coucher du soleil, » dit-il. « Je les ai vus. L'un a une épée qui n'est pas qu'une simple décoration. L'autre continuait à vérifier les sorties comme s'il faisait une reconnaissance des lieux. Quel est notre plan? Quel est notre plan?
Ne pas mourir. Ne meurs pas. Un classique. Marjorie tapota le journal. Je pense que ce truc n'est pas juste de l'écriture. C'est une carte. À quoi? Soit une chambre cachée, ou une recette de pudding maudit. Difficile à dire. Puis, sans avertissement, la porte s'ouvrit en grand. Un vent hurlait, emportant des feuilles, de la pluie, et un homme ne portant rien d'autre qu'une armure et une cape faite de foin. Il s'effondra de manière dramatique. « Voyez !» cria-t-il. « Je suis de retour. Je suis de retour. » Tout le monde fixa. Tout le monde fixa. « Est-ce que nous vous connaissons ?» Marjorie demanda. « Je suis sœur Maldwin du visage fissuré. Je suis sœur Maldwin du visage fissuré. » Toujours aucune reconnaissance. Toujours pas de reconnaissance. Une fois, je suis tombé dans votre puits, et je vous ai écrit un sonnette. Une fois, je suis tombé dans votre puits, et je vous ai écrit un sonnette. Oh, vous, dit le barde en soupirant. Oh, toi, dit le barde en soupirant. C'était le pire sonnet que j'ai jamais volé. Maldwin se leva, secouant l'eau et le foin sur le sol. J'apporte des nouvelles des plus sombres. Des forces se déplacent, des forces obscures, avec des capes et des sourcils froncés. Et l'un d'eux avait un pigeon. Un pigeon dressé. Un pigeon dressé. L'aubergiste avait l'air peu impressionné. L'aubergiste avait l'air peu impressionné. Nous avons des rats qui peuvent jouer au dé. Quel est ton point? Quel est ton propos? Le propos est, dit Maldwin en baissant la voix, qu'il cherche quelque chose sous cette auberge. Le fait est, dit Maldwin en baissant la voix, il cherche quelque chose sous cette auberge. Nous savons, dit la moitié de la salle en chœur. Il fit une pause. Oh, alors je suppose que je ne suis qu'une redondance dramatique. Tu es beaucoup de choses, l'assura Marjorie. Avec Maldwin dégoulinant dans le coin, l'auberge commença à bourdonner à nouveau. Tout le monde avait des théories, personne n'avait de faits. Et le ragoût avait pris d'une manière ou d'une autre le goût de l'inquiétude. De retour dans la cuisine, Marjorie examina à nouveau le journal. Une page avait changé. Elle cligna des yeux. Cette ligne n'était pas là avant. Cela disait maintenant, quand les questions surgissent et que les vérités s'amenuisent, cherchez la chèvre qui n'a jamais péché. Elle fixa la chèvre. La chèvre la fixa en retour. Marge, appela l'aubergiste. Ouais, ouais. Le ragoût a commencé à briller. Le ragoût a commencé à briller. Oh, super, dit-elle d'un ton neutre. Nous entrons dans la phase de la soupe mystique du mystère. Chapitre 5. Le dernier souper, ou quelque chose comme ça. Le ragoût n'était, objectivement parlant, pas censé briller. Et pourtant, le voilà, pulsant doucement dans le chaudron comme une lampe de lave eldritch de regrets culinaires. Toutes les quelques secondes, il émettait un plop qui ressemblait étrangement à un rot venu d'une autre dimension. Avons-nous changé quelque chose dans la recette? Demanda l'aubergiste. Pas à moins que le regret ne soit une épice, répondit Marjorie, fixant le pot comme si elle voulait qu'il cesse de briller par pur sarcasme. La chèvre le renifla et éternua 2 fois. Le deuxième éternuement résonna. « Ce n'est pas normal, » murmura le barde en se cachant derrière son luth. Pourtant, la soirée tombait et le dîner devait être servi. L'aubergiste fit ce que tous les bons aubergistes faisaient lorsqu'ils étaient confrontés à de la nourriture surnaturelle. Il fit semblant que cela n'arrivait pas et continua de servir. Ils l'ont servi quand même.
parce que quand vous tenez une auberge au milieu de nulle part, vous ne jetez pas un pot de ragoût mortel parfaitement bouillonnant juste parce qu'il a développé un éclat sensible. Au début, personne ne semblait le remarquer, possiblement parce que le ragoût habituel était déjà dangereux. Mais ensuite sont venus les effets secondaires. Le marchand, qui se plaignait toujours de tout, a commencé à réciter les codes fiscaux en parfait vers rimé. Le moine a commencé à léviter légèrement chaque fois qu'il avait le hoquet. Le barde, son luth, a commencé à jouer tout seul. Pas très bien, je vous l'accorde, mais avec enthousiasme. Et puis sœur Maldwin déclara « J'entends les couleurs » et a essayé de dueller le rideau. Marjorie attrapa la louche en plein mouvement. Plus de portions tant que quelqu'un n'explique pas pourquoi la soupe fait une danse interprétative. Du coin, la femme suspectement noble se leva. Je pense que le ragoût réagit au journal. Ah, vraiment, dit Marjorie, la voix pleine d'incrédulité. Quelle magie de votre part de le remarquer, après qu'une page se soit littéralement réécrite plus tôt. La femme ignora le ton. Il y a un rituel dans le journal. Je l'ai vu. Un charme de liaison. Peut-être le ragoût. Est-ce qu'on accueille un fantôme? Une clé? Ou un message? Ou les deux? Tu es juste en train de mettre des noms ensemble maintenant. Le barde leva une main hésitante. Aussi, je crois que la chèvre brille aussi. Tout le monde se tourna. La chèvre était en effet faiblement luminescente, en particulier autour des cornes. Il les regardait solennellement avec l'expression fatiguée d'une créature qui avait trop vu et digéré pire. C'est alors que la porte d'entrée s'est ouverte en grand. Encore. Un autre voyageur est entré. Celui-ci avait l'air propre. Trop propre. Bottes impeccables. Une cape qui tourbillait juste un peu trop dramatiquement, et des yeux comme ceux de quelqu'un qui avait passé trop de temps en compagnie de rouleaux secrets et de mauvaise poésie. Il jeta un coup d'œil à la soupe, à la chèvre lumineuse, et dit « Ah, ça a commencé. »« Qui êtes-vous » demanda l'aubergiste, fatigué. « Je suis Théophile de la Tour de l'Ouest, grand interprète de la 3e table, gardien de la louche de la vérité. » Tout le monde fixa. « Tu as inventé ça en venant ici, » dit Marjorie. « Je ne l'ai pas fait. »« Tu l'as définitivement fait. C'est sur ma carte de visite. » Il leur tendit un petit morceau de parchemin. C'était vide. Puis, de manière troublante, les mots apparurent lentement. Théophile de la tour de garde occidentale. Interprète, chercheur de vérité, allergique au céleri. La chèvre éternua à nouveau. Théophile s'approcha du ragoût avec révérence. « Ce chaudron a été touché par la magie des ancêtres, » dit-il. « La soupe héritée est très rare, typiquement mortelle, parfois éclairant, parfois les deux. »« Eh bien, » dit l'aubergiste, « l'illumination par la souffrance intestinale est un peu notre thème. » « Que faisons-nous? Que faisons-nous? » demanda le moine, qui flottait maintenant à 2 pouces du sol. Théophile se tourna, dramatique. « Nous tenons un rituel. Ce soir, un festin de révélation. Tous doivent participer. Tous doivent être témoins. Cela impliquera-t-il des mises en place de table? Marjorie a demandé. Yes? Alors non. Nous ne sommes pas ce genre d'auberge. Et pourtant, à mesure que l'heure avançait, l'auberge se transforma, en quelque sorte. Une longue table était dressée, principalement des chaises dépareillées et un banc qui gémissait de terreur existentielle. Les chopes étaient polies avec de vieilles chaussettes. Les bougies étaient enfoncées dans des bouteilles de bière vides. Quelqu'un avait trouvé une nappe en dentelle, que la chèvre a immédiatement mangée. Les invités, les habitués et la collection de marginaux se sont rassemblés.
Noble suspect. Moine de lévitation. Chèvre lumineuse. Archimage au nom douteux. Tous fixaient le bol de ragoût, maintenant posé au centre de la table. Théophile leva les mains. Nous mangeons. Nous témoignons. Nous apprenons. Marjorie murmura. On rote. Un par un, ils prirent chacun une cuillerée. Un silence tomba. Sœur Maldwin haleta. Je vois l'avenir. Je vois l'avenir. Décris-le, décris-le. C'est décevant, disappointing. Le marchand cligna des yeux. Je viens de voir mon poulet d'enfance. Elle m'a jugé. Le moine pleura ouvertement. Je suis amoureux. Avec une courge. Marjorie plissa les yeux. Mon ragoût vient de me dire que quelqu'un ici a menti. À propos de tout. Tous les regards se tournèrent vers la noble dame suspecte. Elle se leva lentement. D'accord. Oui, je ne suis pas la fille d'un marchand, ou une marchande d'épices, ou une chuchoteuse de pâtisserie. Je suis la princesse Alandra de la maison Tistelgrip. Quelqu'un a poussé un cri. Possiblement la chèvre. J'ai été envoyé pour récupérer ce journal, cette chèvre, et peut-être quelques cuillères magiques. Il y a une prophétie. On m'a dit que la clé pour sauver le royaume était enterrée ici, quelque part dans ce horrible chaudron de lieu. Tout le monde fixa. Est-ce qu'on a encore droit au dessert? Demanda le barde. Soudain, le journal s'enflamma. Des violettes. Le ragoût siffla. La chèvre s'évanouit. Et sous le sol, le tunnel grondait. Chapitre 6. La cave des secrets, légèrement gênant. Le grondement a commencé comme un tremblement poli, comme un géant ivre marchant sur la pointe des pieds, mais a rapidement dégénéré en une crise de colère sous l'auberge. Tout le monde hors du rayon de la marmite. Marjorie cria, attrapant la chèvre évanouie et la lançant sur son épaule comme un sac de radis endormi. Le sol tremblait, les tasses tremblaient. Sœur Maldwin déclara « C'est le monde des morts qui m'invite à dîner » et s'évanouit immédiatement. « Laissez-le » murmura l'aubergiste. L'entrée du tunnel, autrefois une planche de bois innocente qui rêvait d'une retraite paisible, s'ouvrit en grand, révélant des marches en pierre qui descendaient vers une obscurité pure et menaçante. C'était le genre d'obscurité qui avait des pensées, et peut-être des dettes impayées. « Devrait-on descendre là-bas » demanda le barde, reculant déjà vers la porte. « Eh bien, nous pouvons soit suivre le tunnel maudit sous notre auberge, » dit Marjorie, « soit attendre ici avec une chèvre évanouie, un chevalier semi-conscient et une soupe qui essaie de développer une conscience. » D'accord. Dans l'obscurité alors. Des torches furent allumées. Eh bien, une torche. L'auberge avait un budget strict pour les torches. Marjorie le portait, car personne ne faisait confiance au barde avec le feu. Surtout pas après l'incident de la lanterne de vin. Le groupe descendit. Marjorie, l'aubergiste, Théophile, Alandra la non-commerçante, et le barde, qui portait sœur Maldwin comme un sac de pommes de terre théâtral. Le moine descendit derrière eux comme un fantôme trop désolé. Les escaliers spiralaient vers ce qui avait autrefois été une cave à vin et était maintenant plus une crypte escape room conçue par quelqu'un avec un sens du drame et une profonde aversion pour les murs droits. « Ça sent le moisi et les secrets, » dit l'aubergiste. « Ce n'est que Maldwin, » répondit le barde. En bas, une chambre de pierre avec de vieux tonneaux, des candélabres poussiéreux et une grande porte en fer. C'était verrouillé,
Bien sûr, c'était verrouillé. Théophile s'agenouilla. Cette serrure est ancienne, possiblement magique. Peux-tu l'ouvrir? Peux-tu l'ouvrir? Non, non. Mais je peux échouer de manière dramatique tout en faisant semblant que je pourrais. Alors qu'il agitait les mains et chantait dans le langage du charabia interprétatif, Alandra sortit une clé de sa manche et la déverrouilla. Tout le monde fixa. « Quoi? Quoi ?» dit-elle. « Tu crois que j'ai été élevée dans un château et que je n'ai pas appris à crocheter des serrures et à voler des tartes? Tu crois que j'ai été élevée dans un château et que je n'ai pas appris à crocheter des serrures et à voler des tartes? » La porte s'est ouverte en grinçant. La porte s'ouvrit en grinçant. Au-delà, un long couloir bordé de tapisseries et de statues de rois profondément peu impressionnés. Au bout, une autre chambre. Celle-ci est ronde, avec un piédestal au centre. Sur le piédestal se trouvait une cuillère. Elle brillait faiblement. Théophile retint son souffle. La louche de la vérité. La louche de la vérité. « C'est une cuillère, » dit Marjorie d'un ton neutre. « C'est une cuillère, » dit Marjorie d'un ton neutre. « Non, non, c'est la cuillère. La légende dit qu'elle révèle les mensonges, dissipe les illusions et prépare un bon ragoût lorsqu'elle est maniée correctement. » Alandra s'avança, révérente. « Ceci, c'est pour cela que j'ai été envoyée. » Pas le journal. Non, ce n'était que la carte. La cuillère et la clé. Clé de quoi? Clé de quoi? Soudain, la chambre trembla. Soudain, la chambre trembla. Le piédestal s'enfonça et le mur du fond s'ouvrit. Derrière, une petite pièce remplie de runes lumineuses, 7 squelettes assis poliment sur des chaises et un panneau qui disait « Bienvenue, élu, veuillez prendre un numéro ». Alandra fit un pas en avant. Les squelettes se sont levés. « Ah, » dit le barde, « ça semble mauvais. »« Vite, » dit Marjorie. « Qui connaît la diplomatie osseuse ?»« Vite, » dit Marjorie. « Qui connaît la diplomatie osseuse ?»« Une fois, j'ai insulté un barde squelette, » proposa Théophile. « Une fois, j'ai insulté un barde squelette, » proposa Théophile. Ça n'aide pas. Les squelettes avancèrent, cliquetant de manière menaçante. L'un tenait encore une tasse de thé. Alandra leva la louche de la vérité. Les squelettes s'arrêtèrent, puis s'inclinèrent. « Oh » dit tout le monde. Les squelettes s'écartèrent, révélant une tablette de pierre. Alandra lut à voix haute. Ce n'est que dans le chaos que le royaume renaîtra. Faites confiance au ragoût. Craignez la chèvre. Ne remets jamais en question la cuillère. La chèvre éternua au loin. La chambre commença à trembler à nouveau. « Courez! Courez !» cria Marjorie. Le groupe remonta le tunnel, cuillère à la main, poursuivi par des squelettes légèrement confus mais bien élevés. De retour à l'auberge, le ragoût explosa, en paillettes, et puis s'est installé. Silence, fumée, une louche lumineuse dans la main d'Alandra. Sir Maldwin se réveilla et cria « J'ai eu une vision !»« Rendors-toi » dit Marjorie. « Retourne te coucher » dit Marjorie. Chapitre 7. Pluie, ruine et la légère. Odeur de chèvre brûlée. Le ragoût n'a pas explosé à nouveau. Cela, à tous égards, était décevant. « Oh, allez !» se plaignit le barde. Ça brillait. Il y avait de la prophétie. Il y avait des squelettes attendant poliment leur tour. On ne peut pas s'arrêter à la paillette. Vous ne pouvez pas vous arrêter à la paillette. Marjorie essuya la suie de son tablier avec l'efficacité sombre de quelqu'un qui a déjà nettoyé après une fête d'anniversaire impliquant 3 bambins, un canard et un malentendu au sujet de la cannelle.
Marjorie essuya la suie de son tablier avec l'efficacité sombre de quelqu'un qui avait déjà nettoyé après une fête d'anniversaire impliquant 3 tout-petits, un canard et un malentendu sur la cannelle. « Nous ne décidons pas quand le ragoût explose, Cédric. Le ragoût décide. » Le ragoût, pour sa part, gargouilla avec suffisance. Alandra se tenait près du bar, la louche de vérité maintenant attachée dans son dos comme une épée imprudemment brillante. Elle avait l'air de 10 ans plus vieille et 5 degrés plus confuse. Théophile faisait les 100 pas. Cela signifie quelque chose. La cuillère a révélé la crypte. La crypte a révélé la prophétie. La prophétie fait référence à la chèvre. Tout se met en place. Il marqua une pause. Qu'est-ce qui se met en place exactement? Qu'est-ce qui se met en place exactement? Un ordre ancien, un héritage royal, une arme magique et un acolyte de bétail lumineux, dit le moine, maintenant en train de siroter quelque chose d'herbal et flottant à un pied du sol. Un ordre ancien, un héritage royal, une arme magique et un acolyte de bétail lumineux, dit le moine, maintenant en train de siroter quelque chose d'herbal et flottant à un pied du sol. « Je pense toujours que la chèvre est maléfique, » murmura le marchand. La chèvre, affalée sur un tabouret de bar comme si elle avait des parts dans l'auberge, poussa un long bêlement jugeur. Et puis, la tempête a frappé. Un coup de tonnerre qui a fait trembler les fondations. Une pluie si soudaine et agressive qu'elle semblait personnelle. Les fenêtres tremblaient. Les poutres gémirent. Sir Maldwin se redressa d'un coup et cria « Le ciel nous a trahis !» avant de s'évanouir à nouveau. N'était-ce pas la partie où les choses passent de légèrement étranges à violemment symboliques? Marjorie demanda. La porte d'entrée s'est ouverte en grand. Bien sûr que oui. Une escouade de soldats se tenait sous la pluie, vêtus d'une armure assortie arborant un symbole qui ressemblait étrangement à un serpent s'étouffant avec sa propre ambition. Leur chef fit un pas en avant, trempé mais théâtral. Par ordre du prétendant au trône, toutes les reliques de la lignée Thistlegrip doivent être saisies. Cela inclut la louche, le journal et toute chèvre portant le signe de la prophétie. Tout le monde fixa la chèvre. Il cligna des yeux lentement, puis il se tourna et renversa délibérément une chope. « Oui, » dit le barde, « c'est bien une chèvre marquée, ça. » Théophile s'avança. « Vous ne pouvez pas simplement entrer ici, en pleine tempête, et commencer à faire des demandes. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici, en pleine tempête, et commencer à faire des exigences. » Le capitaine sourit. Le capitaine sourit. « Nous venons de le faire. » « Juste, » murmura le moine. L'aubergiste se leva. « C'est un établissement neutre. Nous ne faisons pas de coups d'État, de politique, ni de concours de couverts lumineux. Alors écartez-vous. » Non. Il y eut une pause. La pièce inspira. Même le ragoût se tendit. Marjorie dit très calmement. « J'espère que tu sais esquiver les chaises. » Elle lança la première. Une bagarre de bar éclata de la manière la plus magnifique et ridicule qui soit. Il y avait des chopes volantes, des cuillères enflammées, quelqu'un qui brandissait un luth comme un marteau de guerre, et la chèvre, oh la chèvre, sautait sur le dos d'un soldat et le chevauchait à travers la pièce comme un cow-boy poilu et jugeant. Théophile lança un sort qui invoqua 6 bulles en colère et un pigeon confus. Sir Maldwin se réveilla en plein vol et commença à réciter de la poésie de bataille jusqu'à ce qu'une table tombante le réduise au silence à nouveau. Le tavernier frappa 2 soldats avec un balai et cria « Sortez! Vous n'êtes même pas des clients payants! Vous n'êtes même pas des clients payants! » Alandra,
Une louche brillante à la main se tenait sur le bar et criait quelque chose à propos du destin, de la liberté et de la justice des ustensiles de cuisine. Alandra, louche lumineuse à la main, se tenait sur le bar et criait quelque chose à propos du destin, de la liberté et de la justice des ustensiles de cuisine. Et puis, le toit s'est effondré. Ce n'était pas la tempête, ce n'était pas la bagarre. C'était, comme on l'a découvert plus tard, une combinaison de flatulences de chèvres, de barils mal empilés et de 20 ans de négligence légère. La pluie s'est déversée, le vent hurlait, tout le monde s'est arrêté, l'eau imbiba le foyer, les murs, le ragoût crépita, puis murmura très faiblement. Bientôt. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était un peu trop. Les soldats se retirèrent, trempés et légèrement commotionnés. Le toit avait disparu. La chèvre était victorieuse. La louche brillait de manière sinistre. Et Marjorie, trempée jusqu'aux os, regarda l'aubergiste et dit « Nous avons besoin d'un nouveau plafond. » Il hocha la tête. Et une nouvelle marmite. Et probablement une nouvelle chèvre. La chèvre éternua en signe de défi. Chapitre 8. La fin est proche. Le brunch est servi. L'auberge n'avait ni toit, ni ragoût, ni intégrité structurelle, et pour le moment, aucun soldat. Cependant, il y avait la chèvre. Et malheureusement, la chèvre brillait maintenant en permanence. « Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr ?» demanda le barde en plissant les yeux. Ça pulse, comme une prophétie avec une indigestion. Théophile, à genoux devant la louche de la vérité, avec toute la révérence d'un homme demandant en mariage de la vaisselle, fronça les sourcils. Les signes s'alignent. La soupe a parlé. La cuillère a révélé. La chèvre brille. On manque de métaphores. Sans vouloir interrompre votre petite planche de charcuterie magique, intervint Marjorie. Mais l'auberge est presque en ruine. La pluie n'a pas cessé depuis 27 heures, et le pigeon du propriétaire vient de passer 2 fois en criant des factures de loyer. Alandra, qui avait d'une manière ou d'une autre gagné en sagesse et en désarroi depuis qu'elle avait revendiqué son droit royal et sa louche magique, se tenait au sommet d'un tonneau qui faisait autrefois partie du mur. Le moment est venu. L'épreuve finale est proche. Dernier test? Test final? Répéta l'aubergiste. Quoi? Comme un quiz? Une devinette? Un concours d'orthographe jugé par des morts vivants? La légende ancienne parle du dernier remous. La louche doit entrer dans le chaudron de clarté, la chèvre doit éternuer dessus 3 fois, et ensuite l'élu, moi, évidemment, doit boire le breuvage de révélation. Tout le monde fixa. La chèvre a pété. Un pigeon a crié. Eh bien, murmura Marjorie, mieux vaut prendre la casserole de secours. Ils ont mis toute la matinée à trouver un pot. Le pot d'origine avait fondu, était maudit et avait été réutilisé comme parterre de fleurs. Sir Maldwyn avait essayé de le porter comme un chapeau et était encore en convalescence. Ils trouvèrent un vieux chaudron fissuré enterré sous l'abri de l'auberge. Théophile le jugea assez bon pour des balivernes mystiques, et ils se mirent à brasser. Les ingrédients comprenaient un poil de chèvre lumineux, les dernières restes du ragoût, 2 larmes de quelqu'un qui détestait vraiment les énigmes. Théophilus a proposé une brindille de quelque chose de vert. Personne n'a demandé quoi, et un seul maudit raisin. La chèvre éternua 1 fois, 2 fois. Ils ont attendu, il éternua enfin une 3e fois après avoir léché un champignon. La soupe bouillonnait violemment, puis se stabilisa en un bouillon épais et scintillant qui sentait le destin et le regret. « D'accord, dit Alandra en levant la louche. À la tienne. » Elle a bu
Tout le monde retint son souffle. Il y eut une longue pause, puis Allandra rota, des étincelles jaillissant de ses narines. « Je vois tout !» haleta-t-elle. « Les plans du prétendant! Les armées perdues! Le garde-manger secret derrière les latrines! L'ingrédient véritable qui manquait depuis toujours! »« Qu'est-ce que c'est ?» Théophile s'écria. « L'amour ?» proposa le barde. « Justice ?» suggéra le moine. « Muscade » dit Allandra. Tout le monde grogna, puis la chèvre lévita. L'aubergiste cligna des yeux. « Je ne pense pas que les chèvres soient censées faire ça. » La chèvre tourna lentement dans les airs comme un navet satisfait. Il émettait une lumière aveuglante. Puis, avec un pop, il disparut. À sa place se tenait un homme plutôt petit en robe, tenant une planche à clip. « Bonjour, dit-il. Je suis Kevin, gardien de la louche. J'ai été maudit sous forme de chèvre jusqu'à ce que quelqu'un active la prophétie de la soupe sous un commerce à toit de chaume avec un score d'hygiène défaillant. Ça vous a pris du temps. » Allandra fixa son regard. « Tu étais la chèvre? Ouais, tu n'as aucune idée de la démangeaison des genoux de chèvre. Mais pourquoi? » « Parce que, dit Kevin, la louche n'est pas qu'une simple relique. C'est une clé. Pas à un royaume, mais à la compréhension. Elle choisit des dirigeants qui sont humbles, sages et prêts à remuer les choses, littéralement et métaphoriquement. » Marjorie croisa les bras. « Et maintenant? » Kevin sourit. « Maintenant, Allandra dirige. Tu reconstruis cet endroit. Et peut-être, juste peut-être que le monde ne se termine pas. » La tempête s'est arrêtée. Un arc-en-ciel a explosé. Le ragoût bourdonnait. 6 mois plus tard, le tankard ébréché se tenait de nouveau fier. Il avait un nouveau toit, principalement étanche, un ventilateur magique alimenté par le souffle de chèvre, longue histoire, et un ragoût qui offrait maintenant occasionnellement des conseils de vie en vers rimés. Allandra régnait, non pas depuis un trône, mais depuis le bout d'une longue table à dîner. Le barde avait une résidence tous les jeudis, avec une clause stricte interdisant l'accordéon. Le moine enseignait la méditation avec des navets. Sir Maldwin a écrit un mémoire intitulé « J'y étais et aussi inconscient ». Théophile est resté pour traduire les sermons occasionnels de la louche. Kevin a ouvert un cabinet de conseil en magie et Marjorie dirigeait l'endroit comme une reine avec une poêle. Quant à l'aubergiste, il souriait davantage maintenant, surtout quand le ragoût chuchota, tout doucement, « Ajoute de la muscade ». Fan.